Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République visite des infrastructures hospitalières de la capitale et s'enquiert de l'avancement des travaux de pompage des eaux au niveau de l'ancien puits de Nouakchott et au niveau de la station de pompage des eaux usées à Tavrarzana. Le Sénat adopte le projet de loi destiné au financement du projet de parc éolien dans la zone de Boulenois. Le gouvernement israélien approuve l'implantation de nouvelles maisons dans une colonie de Cisjordanie. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de la République d'Irak, son Excellence M. Fouad Massoum, suite à l'attentat terroriste qui a visé Bagdad. Voici le libellé du message. Excellences et chers frères, nous avons appris avec tristesse et consternation la nouvelle de l'acte terroriste qui a visé Bagdad et engendré la mort de plusieurs dizaines de citoyens innocents et la blessure de plusieurs autres. En cette douloureuse occasion, nous vous exprimons nos condoléances les plus attristées et notre compassion, et à travers vous, au peuple et au gouvernement irakien frère, ainsi qu'aux familles des victimes, implorant Allah le miséricordieux d'accueillir les défunts en son saint paradis et d'insuffler force et courage à leurs proches, et pour les blessés un prompt rétablissement. Nous sommes à Allah et à lui nous revenons. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé un message similaire à son Excellence M. Mohamed Abdelhamid, président de la République populaire du Bangladesh. Voici le message intégral. Excellences et chers frères, nous avons appris avec tristesse et compassion la nouvelle de l'acte terroriste lâche qui a eu lieu dans la ville de Dacca et qui a coûté la vie à plusieurs innocents et entraîné la blessure de plusieurs autres. En cette douloureuse occasion, nous vous exprimons nos sincères condoléances et notre compassion à travers vous au peuple et au gouvernement du Bangladesh frère, ainsi qu'aux familles des victimes. En condamnant cet acte terroriste lâche, nous vous exprimons notre solidarité dans cette épreuve. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Cap-Vert à son Excellence Jorge Carlos Fonseca, président de la République du Cap-Vert. Le chef de l'État a réitéré la volonté de notre pays de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations privilégiées de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt réciproque de nos deux peuples frères. Autre message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Venezuela à son Excellence Nicolás Maduro, président de la République du Venezuela. Le chef de l'État a réitéré la volonté de notre pays de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations privilégiées de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt réciproque de nos deux peuples amis. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a effectué aujourd'hui plusieurs visites dans différentes infrastructures hospitalières vitales de la capitale. L'occasion pour le chef de l'État de s'enquérir des conditions de vie des malades. Le président de la République s'est également informé sur l'avancement des travaux de pompage des eaux au niveau de l'ancien puits de Nouakchott, Oksar, et au niveau de la station de pompage des eaux usées à Tavrarzana. Les détails de ces visites avec Abdullah Damaba. Le centre de traumatologie, d'orthopédie et des grands brûlés a constitué la première étape de cette visite du président de la République Mohamed Abdelaziz. Accueilli sur place par le ministre de la Santé Khan Boubacar, le président de la République s'est rendu au niveau des différents services que compte cet établissement, à savoir le service de radiologie, celui de réanimation, des brûlures, des fractures et de la pharmacie. Il a reçu des explications détaillées au niveau des différents services sur les traitements offerts ainsi que leur nature au profit des malades au niveau de ce centre. D'une capacité d'accueil de 50 lits, le centre de traumatologie, d'orthopédie et des grands brûlés dispose de cette salle qui renferme des équipements haut de gamme. Il emploie 7 spécialistes.
Le Centre national d'oncologie a constitué la seconde étape de cette visite. Une fois au niveau de cette structure, le président de la République s'est informé de l'état de santé des malades et des soins qui leur sont prodigués. Dans ce cadre, il a discuté avec les accompagnants des malades afin de s'enquérir de la qualité des services dispensés, des coûts de traitement, de la nature des réductions consenties en faveur des couches défavorisées et de la collaboration existante entre la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le centre hospitalier Mère et Enfants a aussi été visité. Une fois sur place, le président de la République s'est rendu au niveau des services de radiologie, de consultation et au pavillon d'hospitalisation afin de s'informer sur le rôle joué par ces services dans la réalisation des objectifs de l'État, à savoir assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. En outre, il a pu se rendre compte des différentes spécialités et des équipements que renferme ce centre. Dans ce cadre, il a reçu des explications sur le rôle de ce centre hospitalier afin d'alléger la souffrance des malades, notamment la femme et l'enfant. Par ailleurs, le chef de l'État a visité le pavillon de gynécologie où sont logés les services des femmes enceintes, les services d'opération chirurgicale, le service de réanimation et celui de la maternité. Il s'est en outre rendu au niveau du pavillon de la chirurgie infantile où il a reçu des explications sur l'état des enfants hospitalisés. Enfin, le président de la République a donné des instructions au staff médical de dispenser les meilleurs soins possibles aux enfants malades et tirer profit des équipements modernes mis à leur disposition. Autre installation visitée, la station de pompage des eaux usées de la Mokata de Tafrak Zeina. Cette station permet d'aspirer cette mare d'eau usée. Sur place, le président de la République a suivi des explications présentées par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mohamed Abdallahi Ould Ouda sur la situation de cette mare et le rôle joué par cette station pour amoindrir les risques encourus par les quartiers environnants. Le chef de l'État a donné des instructions aux services compétents afin de renforcer ces installations d'assainissement dans la capitale, notamment avec le début de l'hivernage. Dernière étape de ce déplacement, la station de pompage des eaux usées de l'ancien puits de Nouakchott. Le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de pompage des eaux usées de l'ancien puits de Nouakchott-Oksar. Il a eu droit à des explications présentées par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Abdallahi Ould Ouda, après avoir pris connaissance de l'état de la station et de la qualité des tuyaux utilisés. Le président de la République a donné des instructions aux services compétents pour un renforcement des moyens d'assainissement avec le début de la saison des pluies. Le secteur de la santé en Mauritanie a connu ces dernières années plusieurs réalisations non négligeables. L'une d'entre elles a changé la vie des malades du cancer mauritanien. Je vous propose de voir en substance ces réalisations dans le reportage qui suit avec Rabia Adeta. L'action du gouvernement mauritanien s'est focalisée sur la mise en place d'un système de santé moderne, proactif, performant et accessible à l'ensemble de la population, à travers l'extension de l'offre, l'accès aux médicaments de qualité, l'amélioration des ressources humaines et la promotion de l'assurance maladie universelle. Ainsi, l'accent a-t-il été mis sur l'amélioration de la couverture sanitaire et le renforcement des services de soins à travers la construction, la réhabilitation et l'équipement de postes de santé dans différentes zones du pays. Les services de dialyse ont été généralisés à tous les hôpitaux régionaux. Une enquête sur la situation alimentaire des enfants de moins de 5 ans a été réalisée et des ateliers de formation sur le protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë ont été organisés afin d'éradiquer ce phénomène. Pour améliorer l'offre dans le domaine des soins spécialisés, un centre spécialisé dans les traumatismes et les brûlures profondes a été créé. Et les travaux de construction du Centre national de cardiologie et de l'Institut national de lutte contre les hépatites virales se poursuivent, alors que l'appel d'offres pour la construction du centre de dialyse de Nouakchott est en cours de lancement. Le département concerné envisage la création d'un centre hospitalier des spécialités. Le Centre national d'oncologie constitue une fierté pour notre pays. Il dispense des soins gratuits de qualité aux malades et permet notamment le dépistage précoce du cancer. Un nouvel espoir pour les malades du cancer mauritanien qui ne sont plus tenus de se soigner à l'étranger, soins parfois coûteux pour la plupart d'entre eux. Cette structure, qui a été équipée en 2009 d'une unité ultramoderne de traitement du cancer par rayon X, dispense des soins gratuits de qualité aux malades et permet notamment le dépistage précoce du cancer.
Dès que le centre de médecine nucléaire a été opérationnel, l'espoir a été redonné aux patients locaux. Le Centre national d'oncologie est devenu un établissement de référence dans la sous-région grâce à sa technologie de pointe, ses équipements modernes et son personnel qualifié et expérimenté. En effet, le gouvernement mauritanien a ouvert les portes pour les malades des pays étrangers pour qu'ils puissent venir se faire soigner ici en Mauritanie. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Boïdil, s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence M. Joël Meyer. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays et les moyens de les raffermir davantage dans les différents domaines. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdullah El Saleh. Le Sénat a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière sous la présidence de M. Mohamed Hassan El-Haj, son président, le projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt signée le 6 avril 2016 à Manama, au Bahreïn, entre notre pays et le Fonds de développement économique arabe destiné au financement du projet du parc éolien dans la zone de Boule-Noire. Au cours de cette plénière, le gouvernement a été représenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de M. Mohamed Hassan El-Haj, président du Sénat, a été consacré à l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt signée le 6 avril à Manama entre notre pays et les fonds arabes pour le développement économique et social FADES, destiné à la participation au financement du projet des parcs éoliens dans la zone de Boule-Noire. Après la lecture du rapport de la Commission des affaires économiques et du plan sur les projets de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les sénateurs ont apprécié la confiance dont jouit notre pays auprès des bailleurs de fonds, raison pour laquelle les financements ont été obtenus. Certains sénateurs se sont interrogés pourquoi nous pensons à l'exportation de l'électricité alors que certains quartiers de Nouakchott ne sont pas entièrement électrifiés. Pourquoi, avec la baisse des cours mondiaux du pétrole, la facture que supportent les citoyens n'a pas diminué? La convention couvre-t-elle le financement nécessaire à la réalisation du projet? Dans ses réponses aux interventions des sénateurs, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a indiqué qu'il faut distinguer entre la production de l'énergie et les réseaux défectueux, faisant remarquer que son département est en train de renouveler ces réseaux. Par rapport au coût de l'électricité, M. Mohamed Salim El-Béchir a rappelé que l'État a toujours subventionné cette matière pour être à la portée des citoyens. Dans l'état actuel et malgré la chute des cours des carburants, l'État a gardé les coûts des carburants dans des productions inférieures à celles des pays de la sous-région. Le ministre a également répondu à des questions qui relèvent de son département. Et enfin, les sénateurs ont adopté les projets de loi qui leur a été soumis. Autre activité parlementaire au Sénat, la conférence des présidents qui s'est réunie sous la présidence de M. Mohamed Hassan El-Haj, président du Sénat, réunion consacrée à l'examen des projets de loi relatifs aux dons, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par la ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, Mme Hawa Chersidia Tandia. Le dépôt de ce projet de loi et sa transmission à la commission compétente a eu lieu au cours d'une séance plénière. La commission centrale de l'observation du croissant lunaire est actuellement réunie au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour l'observation du croissant lunaire. Une équipe d'El Mauritania est actuellement sur place pour vous tenir informé sur les travaux de cette commission en temps réel. Cette nouvelle mosquée a été érigée afin d'accueillir 1800. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui dans la capitale la cérémonie d'inauguration de la mosquée Houda dans la Mourata'a de Tafraghzena, une mosquée composée d'une place dédiée aux femmes, d'une mahadra et du lieu d'habitation de l'imam Abdul Adamaba. La mosquée a été érigée afin d'accueillir 1850 fidèles bâtis sur une superficie de 800 mètres carrés. Cette mosquée comporte entre autres une mahadra, une place de prière pour les femmes et un logement pour l'imam. Elle a été bâtie sur 3 étages qui, en plus de la prière, servira à l'enseignement du Saint-Coran
des hadiths de la sunna de la langue arabe. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehel Daoud, a au cours de son allocution remercié les bienfaiteurs. Il a en outre salué la construction de ce lieu de culte qui, dit-il, joue un rôle important dans le cadre de la sensibilisation des populations et de la lutte contre le terrorisme. Prenant la parole par la suite, l'imam de cette mosquée a remercié les pouvoirs publics pour les réalisations dans le secteur des affaires islamiques. À la fin de cette cérémonie, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a visité les différents compartiments de ce lieu de culte. Sur notre capitale économique Nouadhibou a eu lieu aujourd'hui la clôture du concours de récitation du Saint-Coran organisé au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. 124 participants à cette édition ont concouru au niveau de 5 niveaux distincts. 3 lauréats ont été primés au niveau de chaque niveau. Les lauréats ont reçu des prix constitués d'argent et de livres pour les encourager dans leur discipline. Le conseiller du Wali en compagnie du Hakam et du directeur régional du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et le maire ont distribué des prix aux différents lauréats au cours de cette cérémonie. Venons maintenant à l'animation durant ce mois béni du Ramadan, à commencer par la conférence quotidienne à la grande mosquée de Nouakchott. Le faqih Mohamed Fadel Mohamed Lemine a animé une conférence sous le thème « Les leçons tirées durant ce mois béni du Ramadan ». Le conférencier a mis en exergue l'importance de respecter les leçons apprises durant ce mois béni. Au total, 600 orphelins résidant à Nouadhibou ont bénéficié d'habillement pour la fête d'Eid al-Fitr, offert gratuitement par l'ONG de bienfaisance Ra'fa. L'occasion pour la présidente d'honneur, Mme Khadijatou Ahmed Challah, de passer en revue le bilan de son organisation en termes d'action humaine, distribution du repas de rupture du jeûne, la desserte d'eau dans les périphéries et l'assistance aux indigents. Les marchés de la capitale connaissent une effervescence les jours précédant la fête d'Eid al-Fitr, une affluence qui continue jusqu'à des heures tardives de la nuit pour le plus grand bonheur des commerçants. Rabia Deda. À l'approche de la fête de l'Eid al-Fitr, les marchés de la capitale connaissent une affluence accrue, surtout la nuit. En effet, à cause de la chaleur et de la préparation du repas de rupture du jeûne, ce n'est qu'après la rupture du jeûne que certaines familles, profitant de la fraîcheur nocturne, préfèrent sortir et faire leur achat, pour le plus grand bonheur des commerçants. Cette commerçante nous confie que depuis 3 jours, les gens commencent à venir pour acheter leur habit de fête. Elle a constaté que la sécurité est assurée et qu'il n'y a aucun problème. Quant à ce commerçant, il affirme que l'affluence ces jours-ci est excellente et que Dieu merci, il a enregistré des bons bénéfices. Chaque fête, les parents, pour faire plaisir à leur progéniture, convergent vers les marchés pour effectuer leur achat. Cette femme nous confie qu'elle vient la nuit pour acheter les habits de ses enfants. Les habits sont accessibles, mais il faut essayer de diminuer les prix, surtout pour cette période de fête, à cause des dépenses engendrées durant ce mois béni, ajoute-t-elle. Pour cette femme, venir la nuit lui permet d'éviter la chaleur de la journée. Chacun s'apprête à vivre la fête de l'Eid al-Fitr selon ses moyens. Ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Abdelrahman Hamad. Gaz s'est fait exploser ce lundi près du consulat des États-Unis à Jeddah, sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite, le jour de la fête nationale américaine. Le ministre saoudien de l'Intérieur a fait état de 2 policiers blessés dans l'explosion, tandis que la télévision de l'État Al-Ikhbariya a indiqué que les forces de sécurité avaient réussi à faire exploser 6 autres engins trouvés sur place sans donner de détails. Les faits se sont produits sur les parkings de l'hôpital Dr Suleiman Faqih lundi à 2h15 heure locale, a rapporté le ministre dans un communiqué. Israël a approuvé 560 nouveaux logements dans une colonie de Cisjordanie. Ces constructions doivent voir le jour dans la colonie d'Amal et Ademim, à l'est de Al-Quds, qui a été créée en 1975 et compte aujourd'hui plus de 37 000 habitants. La France a condamné cette décision, estimant qu'aucun développement sur le terrain ne serait justifié ce type de mesures.
À Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, le négociateur en chef palestinien Saïb Erekat s'est insurgé contre cette mesure, affirmant devant des journalistes qu'il s'agissait d'une véritable occupation qui mine les espoirs d'une solution à deux États palestiniens et israéliens. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République visite des infrastructures hospitalières de la capitale et s'enquiert de l'avancement des travaux de pompage des eaux au niveau de l'ancien puits de Nouakchott et au niveau de la station de pompage des eaux usées à Tavrazen. Le Sénat adopte le projet de loi destiné au financement du projet du parc éolien dans la zone de Boulenois. Le gouvernement israélien approuve l'implantation de nouvelles maisons dans une colonie de Cisjordanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.